Hello à tous. J'espère que vous allez bien, que je vous ai pas manqué pendant ces 2 semaines d'absence. J'espère un peu que je vous ai manqué finalement. Mon ego serait flatté de ça. On revient en parlant d'un manga d'Akira Toriyama qui a été récemment republié, enfin réédité par Glénat, qui est l'éditeur français d'Akira Toriyama. Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball, on va pas le présenter, même si on va parler un petit peu de lui, et notamment de sa carrière post-Dragon Ball, justement. Bon, c'est un auteur très très connu qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, donc je pense qu'on va avoir pas mal de rééditions et de choses comme ça dans les mois à venir, dans les années à venir. Ça a déjà commencé, comme je disais, avec Sandland. Je sais pas si j'avais dit le titre, mais c'est donc Sandland, un one shot post Dragon Ball justement. Je pense qu'on va avoir d'autres rééditions du même genre. Cela dit, en fait, en France, comment dire, l'état éditorial de l'œuvre d'Akira Toriyama est déjà très bon. Et en fait, la plupart de ses œuvres sont déjà éditées en édition deluxe. C'est le cas de Sandland, là que vous voyez, qui est en grand format. Et en fait, quasiment tout Akira Toriyama est en grand format. On a évidemment la totale de Dragon Ball depuis très longtemps dans ce format-là, la Perfect Edition, avec les pages couleurs et ainsi de suite. On a la même chose pour sa deuxième œuvre culte, enfin sa première en réalité, Dr. Slump, l'Ultimate Edition, qui a été réunie en 15 volumes comme ça, grand format également. Et on a plusieurs one-shots qui avaient eu le droit à ces grands formats aussi. Presque tout ce qu'il a fait après Dragon Ball, c'est-à-dire Nekomajin, Akira, pardon, excusez-moi, un peu dur à dire, qui sont des histoires courtes d'Akira Toriyama et de Masakazu Katsura, qui est l'auteur de Video Girl Eye, de Zetman et de plein d'autres choses, qui est un mangaka très connu également. Il y avait eu celui-là, Jaco the Galactic Patrolman, qui est réapparu, enfin le personnage est réapparu par la suite, je crois, dans Dragon Ball Super, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces mangas, Jaco the Galactic Patrolman et Nekomajin, qui sont techniquement dans l'univers de Dragon Ball, plus ou moins. Mais c'est, disons que ça joue avec ça. Et donc, la carrière post-Dragon Ball d'Akira Toriyama est pas le truc le plus connu. En fait, de toute façon, le truc le plus connu, c'est Dragon Ball. Hein, je vais le remettre un petit peu. Pendant qu'on parle de ça, je remettrai Sandland après. Donc Dragon Ball, évidemment, œuvre très connue. On a déjà fait un épisode. De toute façon, je sais même pas pourquoi je dis ça. Enfin, vous connaissez tous Dragon Ball. Et Dr. Slump. Alors, Dr. Slump, en France, c'est un peu moins connu, même si on est loin d'être sur un manga indé. Mais au Japon, faut comprendre que Dr. Slump, c'est presque aussi connu que Dragon Ball. J'exagère un peu, mais disons que c'est une œuvre culte aussi. C'est une œuvre très importante du manga au Japon. Ça l'a un peu moins été en France, peut-être parce que, en fait, Dr. Slump est devenu connu en France et a été publié en France suite à Dragon Ball, suite au succès de Dragon Ball. Donc on n'a pas le même rapport à cette œuvre-là, alors qu'au Japon c'était avant Dragon Ball et c'est comme ça que Akira Toriyama est devenu très connu. Dragon Ball, phénomène du manga, phénomène de l'édition, phénomène mondial culturel qui continue encore aujourd'hui, qui a rendu Akira Toriyama extrêmement riche. On va y revenir, ça a un certain intérêt pour sa carrière post-Dragon Ball. Donc ces deux séries qui ont duré assez longtemps, Dr. Slump, je sais plus combien de tomes c'était à l'origine, c'est en 15 tomes maintenant comme je dis, mais l'édition perfecte, elle est un peu, c'est des tomes un peu plus gros que les tomes normaux, donc on devait être autour d'une vingtaine de tomes. Dragon Ball, c'était 42 tomes à l'origine, donc très grosse série aussi, qui a pris 10 ans, je crois que ça a duré 11 ans, si je dis pas de bêtises, Dragon Ball. La publication, c'était de 84 à 95, et ça a laissé Akira Toriyama fatigué, vanné. Dragon Ball, bon, l'histoire est très connue, il a voulu arrêter plein de fois, il continuait parce que ça marchait de ouf. C'est pas juste que ça marchait, c'est que ça marchait de malade. Donc il continuait jusqu'à finalement arrêter après l'arc bout. Donc ça l'a rendu très riche, comme je disais. Et quand je dis très riche, il faut comprendre à quel point. C'est-à-dire qu'on a un peu l'image, moi-même, j'en parle souvent en vidéo, on a l'image de mangaka qui sont des employés de leurs éditeurs et qui sont pas forcément très bien payés, en tout cas par rapport au travail fourni. C'est pas le même rapport aux auteurs au Japon que ça l'est en France, par exemple. Donc on peut avoir un peu l'image de mangaka qui vivent pas forcément si bien que ça de leur travail, même quand ils ont un peu de succès. Dans le cas d'Akira Toriyama, on était quand même sur un tel succès qu'il faut comprendre que avant son décès, Akira Toriyama était l'un des hommes les plus riches du Japon. Mais quand je dis l'un des hommes les plus riches du Japon, en fait, on le sait
parce que en 2016, il y a eu un scandale dont vous vous rappelez peut-être, les plus anciens d'entre vous, à savoir les Panama Papers, qui était, il y a eu une fuite, un leak de comptes bancaires qui résidaient au Panama, donc un paradis fiscal. Et donc c'était des comptes bancaires de gens très riches qui cachaient un peu leur argent là-bas pour pas payer d'impôts. Voilà, c'était un scandale financier. Et parmi les gens qui étaient dans les Panama Papers, il y avait notre ami Akira Toriyama. Et donc c'est comme ça qu'on a connu l'ampleur de sa richesse. Et à l'époque, je crois qu'il se classait. Alors j'ai re-regardé l'info, mais en tout cas c'était dans les 30 plus grandes fortunes du Japon. C'est gigantesque en fait. C'est quelqu'un de très très riche, Akira Toriyama. C'était quelqu'un de très très riche. Grand bien lui fasse, hein, je dis pas ça pour critiquer Akira Toriyama, mais voilà, faut comprendre que Dragon Ball l'a rendu immensément riche. Ce qui fait peut-être, ce qui a participé au fait que post-Dragon Ball, après 95, eh ben il a pu faire grand chose en réalité. Il y a eu quelques one-shots, j'ai montré la quasi-totalité des one-shots qu'il y a eu, il y a eu 2-3 autres trucs en plus. Je crois que le premier qui était sorti, c'était peut-être Nekomajin, je sais plus trop. Je connais plus bien la chronologie de tout ça. Mais voilà, il a sorti quelques one-shots qui, très franchement, sont assez dispensables, presque tous. Même Sandland, dont on va parler aujourd'hui, c'est des petites œuvres, hein, ça n'a rien à voir avec l'importance d'un Dragon Ball ou d'un Dr. Slump. On est sur des petits divertissements d'Akira Toriyama qui s'est amusé, voilà, à raconter des petites histoires le temps d'un tome. Alors, il y a eu, soi-disant, sa participation depuis maintenant un moment, quand même, depuis maintenant bien 10 ans, voire plus, je sais plus trop, peut-être plus même, à Dragon Ball Super. Sauf que même les fans de Dragon Ball Super, dont je ne fais absolument pas partie, soyons clairs, le savent un petit peu, c'est que la participation soi-disant d'Akira Toriyama à Dragon Ball Super, donc la série animée et le manga, la série animée a commencé avant le manga, elle est très très succincte, voire peut-être fictive. On ne sait pas à quel point Akira Toriyama a vraiment participé à Dragon Ball Super. On le saura jamais vraiment, j'imagine, mais bon, j'imagine qu'il proposait des designs par-ci par-là, qu'il a balancé 2-3 idées. Il doit avoir, participé un petit peu à certains trucs, mais clairement, c'est pas lui l'auteur. Il était là en consultant très lointain. Il prenait ses droits d'auteur et c'est bien normal, et c'est tout. Je pense que Dragon Ball Super peut assez difficilement être considéré comme une œuvre réelle d'Akira Toriyama. Même si techniquement c'est présenté comme ça, personne n'y croit vraiment. Donc je le mets un peu à part, Dragon Ball Super. Je pense qu'il était juste là pour mettre le nom sur la couverture et dire oui, vous en faites pas, ça a le tampon de validation du maître, voilà. Mais la réalité est, à mon avis, c'est beaucoup plus distant que ça, son rapport à Dragon Ball Super. Et donc, bref, après Dragon Ball, il a fait plein de petits one-shots comme ça. Il n'y a jamais eu du tout, si on met à part Dragon Ball Super, il n'y a jamais eu de série. C'était vraiment que des one-shots. Alors, des one-shots qui étaient parfois en pré-publication, donc ça a été des séries pendant quelques mois, le temps d'être pré-publié, mais c'est pas la même chose qu'une série qui sort en recueil en plusieurs tomes. Et c'était, comme je dis, toujours des œuvres assez comiques en général, qui mélangeaient un peu comique-action, quoi, qui se rapprochaient plus en fait du Dragon Ball sans le Z, des premiers tomes de Dragon Ball. C'est-à-dire des récits d'aventure un peu burlesques, avec des personnages hauts en couleur qui partent à l'aventure dans des décors un peu incroyables, un peu monde de science-fiction, mais avec beaucoup d'humour. Vous le voyez dès la couverture avec Nekomajin ou avec Jaco, vous voyez que ce sera drôle. Vous voyez ce personnage qui est un justicier galactique, mais qui est en train de boire du lait en merde, et comment on appelle ça, en berlingot. Voilà, Nekomajin, qui est une espèce de personnage qui ressemble beaucoup à Majin Buu de Dragon Ball, référence à Dragon Ball d'ailleurs sur la couverture avec la tenue de Goku ici. Voilà, c'était des récits comme ça assez drôles. Et Sandland ne fait pas tout à fait exception à la règle, je le remets debout, même si c'est finalement peut-être son one-shot le plus sérieux de tout ce qu'il a fait post-Dragon Ball. C'est pas une grande œuvre non plus, Sandland, on va le parcourir un peu pendant que je parle. Ce n'est pas une grande œuvre non plus. On est sur un manga assez secondaire, qui est pas du tout un must-read, mais qui est très sympathique et qui montre le talent énorme de Akira Toriyama et de pourquoi il est devenu aussi culte, pourquoi Dragon Ball a eu un tel succès. Il y a déjà son talent de dessin, son talent de chara design déjà, où
il pose des personnages qu'on comprend dès leur look, dès les premières cases. Ce personnage-là, vous comprenez que c'est un démon, qu'il est un peu rebelle, c'est un peu l'adolescent rebelle, Bart Simpson, tout ça, mais qui va pas forcément être méchant vraiment. Vous comprenez ça. Lui, c'est le vrai personnage, c'est le vrai héros de l'histoire, même si en couverture, il est au second plan, voire au troisième plan. Il s'appelle Rao. C'est un ancien flic, un ancien militaire, en fait, plus exactement, qui cherche à trouver une source d'eau un peu légendaire parce qu'on est dans un monde post-apo où l'eau vient à manquer et on a d'un côté les monstres qui vivent seuls dans le désert, enfin seuls, qui vivent en village de monstres dans le désert. Vous avez quelques pages couleurs au début où vous voyez pas mal de monstres. Ici un centaure, ici le petit démon dont je vous parlais qui s'appelle Belzébub, qui joue à la Game Boy ici. Enfin, pas tout à fait à la Game Boy, mais presque. Voilà, il y a d'autres monstres. Ça, c'est un monstre, c'est marrant, ça m'a fait marrer de le revoir. L'espèce de belette avec une fossile dans le dos. Je sais pas si vous vous rappelez, on a croisé ce monstre-là dans un recueil d'histoires courtes il y a quelques temps qui s'appelait Joyeux Démon. Dont on a fait une vidéo, c'est un monstre, la belette avec la faucille, c'est un truc qui appartient à la mythologie japonaise, au folklore japonais. Je vous renvoie à cette vidéo, ça m'a fait marrer de la retrouver ici. Donc on a des démons des monstres qui vivent tous ensemble dans le désert et qui attaquent des convois dans ce désert pour leur voler leur eau. Alors on comprend très vite que ces démons, ces monstres ne sont pas très méchants parce qu'ils refusent de tuer les gens même s'ils leur volent leur eau. Donc il y a quand même les gens manquent d'eau, donc c'est un peu tuer ou être tué d'une certaine façon. Mais ils tuent pas directement les gens, ils essayent de pas les faire souffrir. Donc on comprend que c'est pas des grands méchants. Vient chez eux Rao qui demande leur aide parce qu'il sait qu'ils sont puissants pour aller donc explorer parce qu'il a entendu parler des rumeurs d'une source d'eau légendaire et donc ils vont se mettre ensemble Belzébub, Rao et un troisième personnage qui s'appelle Tiff Voleur qui est le petit vieux qu'on voit là. Donc c'est marrant parce que sur les trois personnages il y a deux vieux. Ce qui est intéressant, Akira Toriyama était vieillissant déjà à l'époque, donc je ne sais pas si ça a joué. Parce que je dis l'époque, ça a été fait en quelle année Sandland? En 2000. Voilà, c'est 5 ans après Dragon Ball. Donc Akira Toriyama, je dis le vieillissant, bon, c'était pas un vieillard, mais il devait avoir 50 ans quand même. Et on va suivre donc ces trois personnages, Belzébub et Rao en premier lieu, qui sont les deux persos les plus importants, dans leur petite épopée où ils vont piloter un tank. Et ils vont, ce tank-là. Ce dessin-là, d'ailleurs, Akira Toriyama dit que c'est son favori de tout le manga. Ils vont piloter ce tank et ils vont se mettre à la recherche d'eau, poursuivis par les armées humaines les armées du roi, voilà, qui essayent de les empêcher de trouver cette source. Il y a une espèce de secret autour de l'eau et on va comprendre que le roi et en tout cas son armée ont des choses à cacher autour des ressources d'eau, qu'ils ont peut-être accès à beaucoup plus d'eau qu'ils ne le disent. Et voilà, il y a un peu une critique du capitalisme en fait derrière ça, d'une critique de l'accumulation et du capitalisme tout simplement, de rendre une ressource rare pour surtout la rendre plus chère. Vous voyez que le père de Belzébub ressemble étrangement et extrêmement à Dabra de Dragon Ball. C'est vraiment le même personnage tout simplement. Pour ceux qui ont lu Dragon Ball, vous voyez de quel perso je parle. Perso qui apparaît durant la saga Boo. L'aide de camp de Babidi. Oui, je connais bien mon Dragon Ball. Et donc voilà, c'est un manga très sympathique qui se lit assez rapidement. On est sur du 250 pages à peu près, avec quelques bonus sympas de Glénat qu'il n'y avait pas, je crois, dans l'édition précédente. Alors je ne l'avais pas moi l'édition précédente, donc je suis pas sûr, mais je pense que ça n'y était pas. Il y a une longue interview, une petite interview de quelques pages d'Akira Toriyama qui revient un peu sur la genèse de ce manga. Il y a quelques croquis également. Quelques versions non utilisées des cases. Vous voyez que le Dabra en question, qui s'appelle Lucifer, je crois, ou Satan, je sais plus, avait un look un peu plus vénère avant. Il y a des croquis, voilà, des pages, des premières versions, on va dire, de pages, des essais, des recherches. Donc c'est très cool. C'est vraiment la version perfecte où on a un peu tout ce qui traînait, je pense, dans le studio d'Akira Toriyama concernant Sandland. Et au-delà de ça, comme je disais, ça montre vraiment le talent d'Akira Toriyama, comme je disais, en chara design. On comprend les personnages immédiatement dès qu'ils apparaissent visuellement. On sait quel caractère ils vont avoir, presque quel rôle ils vont avoir. On peut deviner s'ils ont un passé
un passé sombre. C'est un peu le cas de Rao. On va découvrir un peu son passé en tant qu'ancien militaire. Y a plein de choses comme ça dans le chara design, et c'est un truc Akira Toriyama a toujours été très doué là-dedans, à faire des personnages qu'on mémorise immédiatement. C'est pas des persos, on peut jamais, même quand on lit un manga d'Akira Toriyama sur le temps long, c'est-à-dire avec pas mal de temps entre deux épisodes, on n'oublie jamais les personnages, on sait qui est qui immédiatement. Il fait des looks très très différents les uns des autres, ce qui fait qu'on identifie les persos, même si on se rappelle plus de leur nom, on va très bien savoir qui est qui. Il identifie aussi très bien, il caractérise très bien l'univers qui va être ici désertique. C'est un truc qui représente souvent le désert dans ses œuvres, Akira Toriyama. Même dans Dragon Ball, on a souvent des paysages désertiques. Il aime bien aussi les machines comme ça. Vous voyez cet ancien général de l'armée qui est dans une espèce de fauteuil roulant qui lévite comme ça. Il aime bien les machines ultra bizarres, pas vraiment réalistes. Même dans les véhicules, quand il représente des tanks justement comme celui qu'on a vu, c'est jamais des tanks tout à fait réalistes. Il y a toujours une forme, une silhouette à ces véhicules qui est très étrange. Là, vous voyez, c'est presque une boule, le tank. C'est assez marrant. Et tout ça, c'est vraiment un talent très particulier qu'il a. Le dessin est évidemment ultra précis. Il aime beaucoup les cases, comme vous voyez ici, très détaillées, où il va toujours faire les arrière-plans. C'est très rare pour Akira Toriyama de juste représenter le personnage avec rien derrière. Il se sent toujours obligé de faire le décor en intégralité, de montrer ce qu'il y a derrière. Vous voyez, des cases comme celle-là sont assez rares, en fait, pour Akira Toriyama, et sont généralement quand il y a besoin de place pour le dialogue, quoi. Là, il n'y a rien derrière, vous avez juste les deux persos, mais vous voyez que les cases du dessus, c'est toujours les mêmes deux persos, mais là, il va faire un décor beaucoup plus détaillé. Vous voyez, une case comme ça, elle n'est pas très intéressante, hein, cette case-là, mais elle est ultra détaillée. Vous voyez les micros posés sur la console de l'agent de radio, vous voyez les radars, vous voyez les dalles au sol, vous voyez les roulettes de la chaise. Il rentre vraiment dans les détails, et comme ça, sur n'importe quelle case. Donc c'est un truc qui est très propre à Akira Toriyama. Il a un trait ce degré de détail va justement avec son trait qui est un trait très ligne claire, comme on dit. C'est-à-dire il utilise beaucoup le noir et blanc. Alors il y a du gris aussi, mais il y a quand même beaucoup de noir et blanc. L'usage du gris reste assez minimal dans ces cases, et c'est justement pour laisser les détails, je pense, très lisibles, pour qu'on voit bien ce qui est représenté. Et d'ailleurs, il n'y a jamais ce problème chez Akira Toriyama, et dans Sandland non plus, de cases où on comprend pas bien finalement ce qui est représenté. Là, on comprend toujours exactement ce qu'on voit. Il y a une logique au mouvement des personnages. Là, vous avez une scène de bagarre où on passe d'une case à l'autre, on comprend parfaitement les mouvements, on comprend parfaitement contre qui se bat Belzébuth à chaque fois, alors qu'il passe d'un adversaire à l'autre, il saute d'une case à l'autre presque. Et pourtant, ça reste ultra lisible. C'est vraiment Akira Toriyama. On peut dire que ces mangas sont parfois un peu simplistes, que oui, c'est pas des grands mangas psychologiques pour adultes, tout ça, mais il a un génie de la mise en scène, un génie du cadrage, un génie du dessin, du design. En fait, c'est pas un hasard qu'il ait marché autant que ça, moi je trouve. Et quand on lit Sandland, on le comprend parfaitement. Alors Sandland est un petit one shot, voilà, ça déploie un univers qui est quand même plus restreint que celui de Dragon Ball. Donc c'est normal que ça ait pas eu le même succès, pardon. Là, vous voyez Belzébuth en train de pisser, parce que pourquoi pas. Mais ça montre vraiment le génie de ce mec-là, et sur pourquoi il a pu autant marquer une génération. Il y a un charisme en fait dans son dessin. Vous voyez par exemple cette scène-là, c'est pas mal que je sois tombé dessus, j'y pensais justement. Un truc tout bête, vous voyez dans certaines cases là, vous voyez une petite tortue qui passe derrière les personnages, et vous la voyez évoluer de case en case, qui se déplace. Elle n'amène rien à l'intrigue, là vous la voyez encore. Elle n'amène rien à l'intrigue, mais elle est là. Et ça donne de la vie à cette petite scène. Là pareil, au premier plan, donc l'action montre les personnages en train de se mettre en pyjama pour dormir, enfin de se mettre en pyjama, de se mettre dans des sacs de couchage plutôt. Il campe au milieu du désert, mais au premier plan, il a décidé de représenter une espèce de petit lézard qui vient de manger un papillon, et tout ça donne énormément de vie à ces scènes. C'est tout ça que le génie de Toriyama, le génie de la mise en scène de Toriyama passe par ces trucs-là, passe par le fait qu'il ait mis une pelle accrochée à la porte du tank. Ça rime à rien, il aurait pu pas le faire, et la plupart des dessinateurs ne l'auraient pas fait.
parce que c'est un tout petit détail, et là il le met au centre de la page, vous voyez. Mais c'est un détail qui donne de la vie à ce tank, qui donne de la crédibilité, et cette crédibilité-là, elle passe aussi par son sens du world building. Encore une fois, c'est de la caractérisation. On parle de chara design tout à l'heure. Là, on peut parler de universe design, de world design. C'est-à-dire comment il va créer l'univers de son récit. Et même pour un récit de 200 pages comme Sandland, il va créer quand même un passé à cet univers. Il va expliquer pourquoi il n'y a plus d'eau. Il va inventer des peuples qui ont disparu. Il va inventer des conflits passés, du passé même à ses personnages. Il va inventer une idole érotique. Il y a un personnage qui a une certaine importance dans le récit, qui est un modèle érotique. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est important dans le récit. Il va inventer tout un tas de petites factions qui ont très peu d'importance, qui sont pas les grands ennemis, mais qui sont des opposants qui vont se mettre sur le chemin de Rao et de Belzébub, comme ce mec-là là, qui court très très vite. Il va inventer plein de choses. Il va inventer des décors, et tout ça en 200 pages. Et il traîne jamais en le faisant. C'est-à-dire qu'il prend pas 20 pages à nous expliquer l'histoire de l'univers ou quoi. Il va le faire par des petits détails, juste en nous mentionnant des choses, par les décors, par la façon qu'il a de faire se déplacer les persos d'un point à l'autre. On comprend quelle distance il va y avoir entre le royaume du roi, justement le château du roi, et le village des démons. On va comprendre plein de choses. Sur la fin, il y a un peu de Dragon Ball aussi, comme vous le voyez avec ce cratère de puissance un peu, qui va vous rappeler quelques scènes notamment du Cell Game. Il y a plein de petites références. Là, on pourrait se croire dans Dragon Ball. Il y a un ennemi final qui ressemble un peu à Cell première forme, qui est un insecte géant comme ça. Le design n'est pas incroyable de cet adversaire. Et d'ailleurs, le personnage n'est pas incroyable non plus. Là, vous voyez qu'ils vont trouver de l'eau quand même à la fin. Je spoil un peu, mais bon, vous vous en doutez. Il y a un côté conte, de toute façon, très souvent d'ailleurs dans les histoires d'Akira Toriyama, même Dragon Ball. Il y a un côté conte, il y a un côté Dragon Ball, et d'ailleurs la réécriture d'un conte chinois qui s'appelle que j'ai au bord de l'eau, mais c'est pas celui-là. La légende du roi singe, évidemment, suis-je bête. Il aime beaucoup ça, le récit très moral, voilà, avec des héros qui partent en quête de quelque chose, et c'est finalement avec une métaphore sur le bien, le mal, sur les objectifs moraux ou non. Donc il y a tout ça là aussi. Il y a des monstres, évidemment, il adore ça. Il y a vraiment plein de petites choses dans Sandland. Ça en fait un petit récit. C'est pas, encore une fois, c'est pas un truc incroyable qu'il faut absolument avoir lu, mais je trouve que c'est un très bon résumé de pourquoi Akira Toriyama est aussi bon. Pourquoi c'est autant un grand mangaka. Qu'est-ce qui fait qu'il a autant marqué une génération, qu'il est devenu si influent? Parce que derrière, sans Akira Toriyama, il n'y a pas Naruto, One Piece, je pense. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué une révolution dans le manga moderne. Et en fait, je trouve que Sandland résume très bien tout ça, et très bien comment il l'a fait. Encore une fois, des cases très détaillées. Vous voyez, le niveau de détail, ça paraît rien parce qu'on est habitué à son dessin, en fait. On connaît très très bien le dessin d'Akira Toriyama. Donc on passe sur des cases comme ça en se disant, oui, bon, ben, très bien, c'est du manga, c'est bien dessiné. Mais non, c'est pas bien dessiné. Il n'y a pas tant de mangaka qui font des cases aussi détaillées en réalité. Et là, en plus, on est encore une fois sur une œuvre Sandland de 2000, comme on a dit, donc 5 ans après Dragon Ball. Là, Akira Toriyama, c'est un homme riche qui pourrait prendre sa retraite, qui a fait déjà des très longues séries, qui en plus est fatigué par le manga. Il l'a déjà dit, il en a déjà témoigné publiquement de nombreuses fois. Et pourtant, de temps en temps, voilà, il reprenait la plume à l'époque pour faire du Sandland, pour faire du Nekomajin, comme on disait tout à l'heure, je vais essayer de vous le retrouver, pour faire 2-3 trucs comme ça, du Jaco, Space Patrol, voilà, c'était les petits one-shot post-Dragon Ball, qui étaient des trucs, il y en a aucun parmi eux qui sont immortels, qui sont absolument à avoir, mais chacun à leur façon, ils sont tous assez sympathiques, et surtout, en fait, ils viennent tous d'un auteur qui est d'une importance capitale, en fait, pour le manga. Donc, si vous vous intéressez un peu au manga, et si vous aimez Dragon Ball, si vous aimez Dr. Slump, en fait, c'est pas inutile de lire ces mangas-là. Vous allez y trouver ce que vous aimiez dans les séries principales de l'auteur. Ça y est, là aussi. Je crois qu'un auteur qui a à ce point été marquant et qui a à ce point été bon, parce qu'on peut critiquer Dragon Ball si on veut, pour ce que ça a amené on va dire, d'industriel dans le manga moderne, notamment dans le shonen, mais
quand même, c'est bien, en fait, Dragon Ball. C'est un bon manga. C'est très divertissant, c'est très bien construit. Encore une fois, character design de malade, world building de malade. Et la narration est très claire. C'est très bien, Dragon Ball. C'est extrêmement bien écrit. Dr. Slump, chef-d'œuvre de l'humour. C'est un très bon mangaka, Akira Toriyama. Et je pense que quand on a été très bon comme ça, en fait, même quand on est dans une espèce de pré-retraite, comme il était après Dragon Ball, il n'était pas dans une retraite officielle, il y avait de temps en temps des choses, mais bon, il avait plus le même niveau d'activité, il sortait des trucs, une fois tous les 5 ans, on avait un one-shot, voilà, et c'était très bien, il n'y avait pas besoin de demander plus. Mais je pense que quand on a été à ce point bon, en fait, on cesse jamais vraiment de l'être, et c'est difficile pour quelqu'un qui est un peu un génie, hein, quand même, Akira Toriyama, de sortir des trucs mauvais. Donc en fait, tous ces one-shots, ils sont très bien. C'est des œuvres très divertissantes. Et franchement, c'est cool que Glénat ait remis Sandland sur le devant de la scène. Alors, ils ont remis Sandland sur le devant de la scène. C'était même pas dû à la mort d'Akira Toriyama, parce que ça devait être prévu avant, parce qu'il est sorti assez peu de temps en fait après la mort d'Akira Toriyama. Je pense qu'au Japon, il était peut-être même sorti avant son décès. Mais c'est parce qu'il y a l'adaptation animée qui arrive, ou qui est même arrivée, je sais pas. Comme vous savez, moi je regarde très peu les adaptations animées. Je crois qu'elle est sur Netflix. Je dis peut-être plein de bêtises là, mais en tout cas, je sais qu'il y a une adaptation animée qui vient de sortir ou qui va sortir. Un jeu vidéo aussi, si je dis pas de bêtises. Donc là, pour des raisons que j'ignore, 25 ans quasiment après sa création, Sandland revient sur le devant de la scène. Pourquoi pas, c'est cool. Et mais j'imagine, comme je dis, que ça va être le cas de plein d'autres trucs d'Akira Toriyama. En fait, en France, je crois que la seule œuvre, si je puis dire, parce que c'est plusieurs œuvres, qui n'a pas été pour l'instant rééditée par Glénat en grand format, c'est ces histoires courtes, ces recueils d'histoires courtes. Je crois qu'il y a 3 tomes. Qui pourtant existent en grand format dans d'autres pays. J'ai déjà vu des photos de grand format des histoires courtes en espagnol il y a quelques années. Donc ça existe, mais je sais pas pourquoi Glénat l'a pas encore sorti. Ça m'étonnerait que ce soit. Enfin, je pense que, je veux dire, c'est sûr que ce serait rentable. Hein, c'est Akira Toriyama, ça se vend tout seul. Mais bon, ils l'ont pas encore fait. J'imagine qu'ils vont le faire un jour ou l'autre. Voilà. Je m'arrête d'un seul coup, mais je crois que j'ai dit un peu tout ce que je voulais. Sandland, c'est vraiment cool. Cette édition est très jolie. La couverture, je la trouve pas ouf. Je crois que c'est la couleur bleue que je trouve pas très belle en fait. Je trouve que c'est un bleu un peu bizarre qu'ils ont mis en couverture, mais ils ont peut-être pas trop eu le choix parce que très souvent ces éditions-là, les éditions de luxe, sont supervisées de manière très stricte par les ayants droit japonais. Donc je pense que c'est souvent en fait des facsimilés des éditions japonaises, ces éditions-là. Donc bon, ils ont dû faire ce qu'ils pouvaient. Mais en tout cas, l'édition est super belle. Il y a plein de bonus, comme je vous disais. L'impression est nickel. Donc voilà. Allez-y si vous avez envie, si vous aimez Akira Toriyama. Et d'une certaine façon, je pense que si vous aimez les mangas, vous aimez au moins un peu Akira Toriyama. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression quand même, on est très nombreux à voir, on l'a vu au moment de son décès. C'est quelqu'un qui représente quelque chose pour nous tous, lecteurs de mangas. Voilà, merci d'avoir été patient avec mes 2 semaines d'absence, vis-à-vis de mes 2 semaines d'absence. Je reviens cette semaine, il y aura une deuxième vidéo, pas du tout sur des mangas, je pense que je vais faire ma vidéo bonus sur Stephen King, ça fait un moment que je voulais faire ça. Donc on va faire ça cette semaine, je pense, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre manga. Je ne sais pas encore lequel, mais j'ai du choix. Voilà, vous voyez que j'ai dû rajouter des meubles, mon étagère commence à être insuffisante. Voilà, ma voix parle. Je te parle pour dire n'importe quoi. Il faudrait que j'arrête. Donc j'arrête maintenant. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.